commencer. Donc merci à tous d'être là. On est déjà encore une centaine. On est encore une centaine pour cette foutue fin des temps. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus. On finira pas Kane ce soir. Comme je vous l'ai dit, ce sera un stream plutôt court. On va faire 1 heure, 1 heure et quart. J'ai envie de me faire un cacao pour fêter ça. De quoi donc, Jus? Pour fêter quoi? J'ai pas vu. Qu'est-ce que tu as mis quelque chose? Non, je croyais que tu avais dit que tu fêtais quelque chose. Pardon. Pareil, dans le jeu vidéo, c'est un peu plus cool. Ah bah ouais, après, je pense que c'est pas un métier facile non plus. On sort la bouteille de vodka et l'absinthe et on reprend la fin des temps. Alors non, non, pas à ce point-là. Imagine comme ta vie sera bien quand tu auras fini la fin des temps. Bah, en fait, vraiment, hein, vraiment champêtre, à chaque fois que je pense à un vendredi soir ou à la fin des temps, en fait, maintenant, je pense à la mienne. Vraiment. Vraiment, en fait, quand je lis les fins des temps Games Workshop, en fait, j'y crois plus. Je fais, ah ouais, ah, ils ont fait ce choix-là. En fait, je gueule même plus, ou même dans ma tête, je fais même plus. En fait, non, je me dis, ah ben, ils ont fait comme ça. Ok, je comprends pourquoi ils ont fait ça, mais moi, j'aime pas, donc je fais pas ça. Surtout au point où on en est. Là, ça commence à partir vraiment, vraiment totalement en vrille. Donc nous allons entamer l'avant-dernier morceau du deuxième chapitre de Kane. Je rappelle que le livre Kane, 3e livre de la fin des temps de Games Workshop, ne contient que 2 chapitres parce qu'ils ne savaient même pas quoi écrire. À la fin des streams de la fin des temps, Old World va sortir donc du nouveau lore. Ben voilà, c'est ça, Seti. Est-ce que je calculerai pas tout, tu vois? Est-ce que je serais pas en train de tout calculer? Il a pas lancé les dés, c'est pour ça. Ouais, il a pas fait de jet. Et tout simplement, là, on va faire la dernière bataille et on va parler un peu de tout le contexte qu'il y a avant et après, bien évidemment. Avant la bataille finale de Kane. Donc, on le sait maintenant, c'est officiel. Il y a 2 camps bien distincts. Hein. Il y a le camp de Tyrion, possédé par Kane, allié à Morathi, possédé par Ekarty. Et il y a l'autre camp en face. Il y a le camp Malekith, représentant donc Azurian. Il est devenu le roi phénix d'Ultuan en traversant la flamme et d'ailleurs en prenant le dernier morceau de pouvoir d'Azurian sur cette terre, allié à Alariel, incarnation d'Isha, grâce bien entendu à sa fusion avec Ariel d'Atel Lorraine, mais aussi allié avec Teclis, avec... j'en ai tellement, je ne sais même plus les compter. Bref, il y a un gros camp d'un côté, un gros camp de l'autre. J'avais entendu parler de ces camps dans les vidéos AOS, j'avais déjà trouvé ça what the fuck. Ah oui, c'est qui les méchants du coup? Alors vraiment pour vous résumer, le sauveur d'Ultuan, c'est-à-dire le sauveur de la race elfique en elle-même, bah, c'est Malekith. C'est le roi phénix, parce que Kane, le destructeur, le tueur de mondes, enfin bref, le tueur quoi, possède Tyrion et il n'a qu'une seule envie, c'est détruire les elfes et de répertorier, de répéter en fait la guerre des dieux. Répéter la guerre des dieux, ça veut dire Kane qui détruit tout le monde. Et justement, en face de ça, vous avez celui qui ne veut pas que à la fois les enfants de la première reine éternelle et les enfants des dieux elfiques, c'est-à-dire les elfes, ne décèdent, donc Azurian, ainsi que tous ses alliés. C'est les 2 côtés des camps. Le morceau de chapitre qu'on va parler se passe juste après la bataille de Whitlan. Donc Whitlan, rappelez-vous, c'est la bataille où Tyrion est allé en Avelorn. Tyrion donc est allé en Avelorn pour réclamer sa femme, littéralement. Il est allé Ah non, tu vas pas commencer à me casser les couilles ce soir, toi. Il est allé réclamer sa femme, je rappelle. Donc Tyrion, possédé par Kane, est allé voir dans les bois pour récupérer Alariel. Il est allé chez elle, en Avelorn, parce que Alariel, alors qu'elle était en présentiel dans le chêne des sages d'Atel Lorraine depuis déjà quelques années, depuis 2 ans je crois, Alariel a fusionné, ça y est, elle est devenue surpuissante, et elle a rejoint Avelorn pour aller sauver tout simplement le Ultuan, pour comprendre que Tyrion était perdu. Et lorsque Tyrion était tombé face à Alariel, et bien évidemment que les deux se sont affrontés sur le champ de bataille. Bien entendu, Morathi, qui ne veut pas
que Tyrion retourne avec Alarielle, parce que je rappelle que Alarielle c'est le premier amour de Tyrion, c'est vraiment celle dont il est amoureux à la base. Il lui a même fait un enfant, Aliatra, qui est morte dans la réincarnation de Nagash. C'est ce qui a fait vriller d'ailleurs et basculer Tyrion. Et ce schéma est extrêmement important, je le répète bien, par rapport à Morathi. Morathi, je le rappelle aussi encore une fois, Morathi, elle est l'incarnation de Hécarti, donc la déesse de la magie noire, mais surtout aussi, elle est la seconde femme d'Aénarion. Aénarion, premier des rois phénix, celui qui a pour la première fois pris l'épée de Cain lors de l'incursion du chaos il y a 5000 ans, il y a 5500 ans. Elle était sa seconde femme. Dans ta fin des temps, tu feras vriller Tyrion de la même façon, sans grosse raison. Perdre sa fille et tous ses amis, c'est quand même une bonne raison pour vriller. Ça, franchement, le fait que Tyrion bascule, pour moi, c'est bien hein, dans le Game Workshop. Pour moi, c'est vraiment bien. Surtout qu'il a la malédiction d'Aénarion, parce que Aénarion, encore une fois, Aénarion, il a tiré l'épée. Hein. Il a tiré l'épée, il a tiré la faiseuse de veuve, il a tiré l'épée de Cain, le premier des rois phénix. Ce faisant, il a maudit ses générations, il a maudit ses enfants, il a maudit tous ceux qu'il devait protéger. C'est la malédiction de Cain. Tu la prends, ok, tu deviens surpuissant, mais tu maudis tous tes descendants. Sachant qu'il était à la fois père et à la fois roi phénix, il a maudit à la fois ses descendants, mais aussi son peuple. D'où ce qui est arrivé après, la déchirure, etc. Donc Aénarion a préféré sauver les gens en les maudissant plutôt que les laisser mourir. Et Eltarion, j'espère qu'il ne mourra pas dans ma timeline. On verra ça, on verra. Pourquoi il veut tuer tous les elfes et pas faire une croisade dans le nord? Parce qu'en fait, à l'arnaque, en fait, là, il est possédé par Cain. Tyrion n'est plus Tyrion. Tyrion a disparu. Son esprit n'est devenu que Cain. Mais du point de vue de Morathi, Tyrion, physiquement, ressemble trait pour trait à Aénarion, son mari. Et justement, Tyrion désire un petit peu quand même au fond de lui-même récupérer Alarielle. Il dit, je la veux, il me la faut. Et Morathi, elle a un peu des PTSD parce qu'elle sait que son mari, donc Aénarion, le premier des rois phénix, son mari avait eu une femme avant elle. Et est-ce qu'il l'a vraiment aimée? Ou est-ce qu'il l'a pris parce qu'il lui fallait un chausson le soir pour dormir? Dans ta version de la fin des temps, tu as décidé si Tyrion allait tirer l'épée ou non? Non, mais bien sûr, je vais tout vous spoiler maintenant, quoi. Tu crois quoi, Jonah? Donc, véritablement, le Tyrion en lui-même, il veut récupérer Alarielle et il les explique après justement la fameuse défaite qu'il a eue, hein, parce que c'est une défaite, même s'il vient de tuer Orion, what the fuck, quoi, il a tué Orion en one by one, Tyrion, il s'est fait bolos. Il s'est fait bolos un petit peu par Orion et pas mal par Durtu qui est en vie. Tyrion, c'est quand même un sacrément gros taré, non? Là, maintenant, à ce moment-là, oui, là, il est devenu complètement fou. Hein, il est devenu complètement fou de Cain. Sachant que Alarielle n'est pas retournée avec lui, elle a refusé de retourner avec lui, reconnaissant en lui non plus son amant et son amour, mais plutôt un ennemi. Tyrion est devenu fou encore plus, il continue de vriller. Cain donc a été répudié par Isha, comme ça se passe dans la fin des temps. Curnus, Orion, a voulu la défendre et en est mort. Vole était là et est mort aussi. Bref, tout se passe un petit peu rapidement. Tyrion est blessé. Par contre, on le sait, Tyrion est blessé. Il s'est fait blesser par Orion, bien évidemment. Il s'est fait blesser. Son armure s'est fait péter par Imric. Orion en a profité pour le blesser et Durtu la bolosse. Morathi s'est enfui d'Avelorn, repoussé par le pouvoir de Alarielle et de toutes ses troupes, parce que n'oubliez pas que Alarielle, c'est aussi maintenant dans la fin des temps, pas seulement la reine éternelle des hauts elfes, c'est aussi la reine d'Athel Lorraine. Elles ont toutes les deux fusionné, ce qui fait que Alarielle représente enfin, depuis des milliers d'années, la tête pensante de deux peuples elfiques qui se font la bisbille depuis très longtemps. Les Asraï, les elfes sylvains, et les Assour, les hauts elfes. Elle a réussi déjà à réunifier ces deux-là. Merci Yann Marshall pour ton 9e mois de sub, merci beaucoup à toi. Donc déjà, c'est un pas en avant gigantesque. Et ce faisant, sachant que Tyrion s'est fait bolosser, merci Yann Marshall, merci à toi. Sachant qu'il s'est fait bolosser, eh bien Alarielle est retournée
en Loterne, là où se trouve Malekith, elle est retournée là-bas parce que, eh ben oui, qui est-ce qui est là-bas? Qui est-ce qui a passé la flamme? Qui est-ce qui est maintenant reconnu comme le roi Phénix? C'est Malekith. Il y avait des liens entre Avelorn et Athel Lorraine avant. Ah oui, il y en a toujours eu à l'Arnak. C'est même l'histoire des elfes sylvains. À part la part de Isha, ah oui, bah, Avelorn est une des forêts primaires du monde. Les racines de la vigne ont une connexion directe entre Athel Lorraine et Avelorn. Et justement, lorsqu'elle arrivera à l'Ariel, lorsqu'elle arrivera à Loterne, la capitale d'Ultuan, eh ben, elle annonce officiellement face à Malekith et à toute la cour du roi Phénix qui était déjà soit loyale envers Malekith, soit qui était là parce qu'il y avait Imric et Teclis qui sont là et qui sont quand même des personnages bien connus dans la politique aux elfes. Alarielle annonce qu'elle va se marier avec Malekith. Comme le veut la tradition, la reine éternelle va épouser le roi Phénix. Ah oui, attendez. Donc, ce faisant, Alarielle épousera Malekith et ça fera la réunification totale des hauts elfes, des elfes noirs et des Azraï. Tout ça en utilisant simplement la magie. La magie. Je l'avais prévu de l'Astico. Enfin la magie. Petite question du coup, Imric il le prend comment de ne pas être roi Phénix? Ben, il le prend bien parce qu'il se sent plus du tout péteux là, Imric. Tyrion qui comprend pas, ouais j'avoue. Happy end, oh wait, voilà c'est ça. Est-ce qu'ils feront beaucoup de bébés? Tyrion il se fait marcher dessus, toujours plus de haine. Ah bah alors là ça devient violent. Mais attention en fait, il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe à cette annonce, cette fameuse annonce qui est à ce moment-là du roman, là où on en est. C'est que Alarielle, contrairement à la tradition depuis des millénaires de la Reine Éternelle et du Roi Phénix, qui est que lorsque le Roi Phénix a traversé la flamme, il épouse la Reine Éternelle parce qu'il est reconnu comme le champion et le héros d'Azurian. Elle précise bien, Alarielle, elle précise bien qu'elle épousera Malekith seulement après la fin de la guerre. Seulement après que Tyrion ait été vaincu. Et ce petit retournement là comme ça, ce petit aménagement de règles entre guillemets, de la règle tacite qui est que le roi Phénix dès qu'il est nommé, eh bien épouse la reine éternelle, c'est un coup de maître d'Alarielle, véritablement. C'est littéralement un coup de maître. Pourquoi? Parce que par ce fait, certes, elle donne la légitimité officielle à Malekith en tant que roi Phénix, ce qui n'était pas déjà acquis par tout le monde, mais surtout aussi, elle fait en sorte de garder la mainmise sur le pouvoir. En effet, donc si jamais Malekith a un problème dans la bataille, eh bien Malekith mourra, le dernier des rois Phénix mourra, et le fait du trône Phénix, qui a déclenché beaucoup de saloperies dans le monde, qui a fait une sécession, qui est une sécession en lui-même entre justement les hauts elfes, les elfes noirs et les Azraï, eh bien tout ceci disparaîtra, car si le roi Phénix et Azurian en lui-même disparaissent, Isha, elle, restera pour toujours, car elle est le pouvoir de la vie. Ce qui fait qu'on reviendrait, selon la parfaite manipulation que fait Alarielle, qui est une manipulation, pas vraiment une manipulation, mais qui est un coup politique génial, qui, on le comprend dans le roman, a été un petit peu murmuré par Liléate. Liléate, qui, je le rappelle, est la seule déesse qui s'intéresse aux mortels et qui a des idées de futur dans un monde où tout le monde sait que c'est la fin des temps, c'est la seule qui a une idée de futur. Eh bien, le fait que Alarielle n'autorise Malekith à l'épouser que s'il gagne la guerre, véritablement c'est ça hein, le bisbis. Elle dit ok d'accord on va se marier, mais après la guerre. Donc on est fiancés pour l'instant. Eh bien en fait on revient à la race des elfes ultime, la toute première.
Et oui, parce que la première des elfes, c'est une femme. Et c'est la fameuse reine éternelle. C'est elle la première des reines, c'est elle la première des elfes. Bref, on revient à un peuple fier et ultra puissant si jamais Malekith disparaît dans la bataille et qu'ils soient tous dirigés par une seule et même reine. Malekith était venu raser Ultuan mais se retrouve à se marier avec un collier à fleurs. J'imagine sa tête droguée, ce mec. Hein, sa tête de mec drogué à la violence obligée de faire collier de fleurs. Alors, le collier de fleurs, il pète des gueules, hein, je te préviens. Liliat aussi, elle joue ses parties de Warhammer et fait son scénario dans son coin. C'est littéralement ça. La première elfe est sortie d'une cuve, j'en suis sûr. Le cycle de la vie, c'est bon. Voilà. Donc, on en est à un terme de politique à peu près comme ça. Donc, ça, c'est tout ce qui se passe après la bataille de Whitelan en Avelorn. Sachez d'ailleurs que le fait que Alarielle se fiance avec Malekith, ça fait qu'elle est venue avec son armée. Enfin, avec ses armées. Dans les troupes d'Alarielle se trouvent maintenant quasiment la plupart des forces en présence de Athel-Lorel et des Azraï. C'est-à-dire que là, d'un coup, Malekith, qui n'avait que quelques camps aux elfes à sa botte. Bon, alors attention, hein, il a les camps d'Imric. Hein. Il a les Calédoriens. Déjà, alors là, en termes de puissance, t'es déjà vénère. On l'a vu hein, dans le stream précédent. Si Imric est de ton côté avec ses centaines de dragons, ça pète des gueules. Hein. Mais tu rajoutes à ça donc les puissances de Alarielle, avec tous les Azraï, ça commence à être vénère. Ça commence à être très très puissant et très très fort. Mais en face, Tyrion s'enfonce dans la haine et dans la violence et va littéralement devenir plus que l'avatar de Kain. Sa puissance en lui-même, l'épée de Kain, Morathi, etc., va décupler et faire en sorte que les elfes qui le suivent deviennent non plus des hauts elfes, des elfes noirs, etc. Non, ils deviennent des Aestyrion. Alors, A-E-S-T-Y-R-I-O-N. Des Aestyrioneurs. Les Aestyrioneurs, ce sont littéralement les elfes, quels qu'ils soient, hauts elfes, elfes noirs, etc., qui ont en fait totalement vrillé. C'est à partir de là qu'on arrive enfin à cette déclinaison des Aestyrioneurs. Et ces elfes n'ont plus d'animosité entre eux, mais deviennent littéralement des sujets de Kain. Tous ces gars-là qui sont sous le joug de Tyrion le sont, sauf un. Enfin, sauf deux. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a dit la semaine dernière? J'en reviens toujours pas. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a dit la semaine dernière? La semaine dernière, Imric, alors que Malekith et Tyrion étaient en repos forcé, entre guillemets, Imric avait reconquis presque l'intégralement d'Ultuan. Imric, avec ses dragons, avait presque tout reconquis contre Tyrion, jusqu'à ce que Tyrion lui fasse un peu mal et qu'il envoie un autre soldat qui a choisi même lui-même de ne plus être à ses côtés pour le protéger parce qu'il commençait à voir que Tyrion était déjà irrécupérable. C'est Coril. Coril, le capitaine des Lions Blancs, qui a toujours suivi Tyrion depuis que Finubar est mort, ayant cru que c'était le bon choix, étant tombé 2 ou 3 fois hein, dans l'appel de Kain, hein, vraiment, il a massacré des gens aussi, hein, Coril, mais il le sait que c'est pas bien, il sait qu'il a été envoûté, il a été poussé par la soif de sang de Kain. Coril, après avoir mené une campagne au sud contre les hauts elfes de Imric, c'est légèrement un peu désenvoûté du pouvoir de Kain grâce à sa volonté de faire. Hein. C'est parce que le personnage est comme ça aussi. Hein. Il est inébranlable, entre guillemets, mais malheureusement, là, il a branlé 2 ou 3 fois. Mais il n'est pas seul. Il est accompagné d'une autre elfe, une elfe noire du nom de Adrana, personnage totalement inconnu du Lord of Warhammer, qui a été amené par juste ce chapitre, hein, même pas avant les autres, juste ce chapitre de la fin des temps. Et on comprend que depuis quelques semaines, Coril, grâce à Adrana, une sorcière, enfin une haut elfe
qui est devenue sorcière elfe noire par torture, cette sorcière est assez puissante pour contrer tous les pouvoirs d'envoûtement de Morathi en un seul sort permanent. La magie. La magie. Là, ça devient beaucoup. Là, ça devient beaucoup. Ce qui fait que Adrana, cet elfe noir, ainsi que Coril, vu que les deux ont compris que le camp qu'ils avaient choisi n'est pas le bon, les deux se sont mis un espèce de sort de protection sur eux-mêmes et voient maintenant Morathi et Tyrion comme ils le sont vraiment, et non pas comme des avatars de puissance, mais comme des avatars de destruction. Alors, je rajoute un petit peu, hein, mais en quelques semaines, Adrana, la petite elfe noire, elle est tellement puissante en fait qu'elle réussit non pas à protéger Coril et elle-même de Morathi, mais aussi toute la garde de Lion Blanc de Coril. Parce qu'elle elle a fait un 0-1. C'est une Marissou, quoi. Heureusement qu'il n'y a pas ça dans les règles, ça serait plus du tout le même jeu. Ouais, non, mais là, ça serait fini, là. Au bout de 100 villages détruits, il y a de quoi se poser des questions. Oui, mais bon, après, c'est magique, Sion 6. C'est magique. On est dans un monde où des mecs sont prêts à se mettre eux-mêmes des larves dans le ventre pour qu'un grand-père les protège des maladies. Donc, ouais. Il y a un moment, faut y arrêter, mais il y a un moment quand même. La magie en scénario me fait vraiment le café. Ah ouais, alors là... Morathi contré, elle n'a pas une forme de vieux crapaud. Bah non, pas du tout, Gilles Poupou. C'est ça qui m'énerve un petit peu, c'est que Adrana est un perso qui vraiment pop comme ça, on n'en sait rien. Alors que je sais pas, tu vois, ça aurait pu être Coril qui croise lors de la bataille, il croise Alarielle et Alarielle, elle arrive à le désenvoûter. Un petit peu comme ce qu'avait fait la femme de Morathi, la femme de Malekith face au elfe qui était envoûté par Morathi. Enfin bref, donc la sœur d'Ariel. Enfin bref. Ne perdons pas notre temps là-dessus. Coril, qui maintenant est au courant... salut Izagi, t'as tout loupé? Non, t'as loupé que 20 minutes, t'inquiète pas. À peine 20 minutes. Coril, qui est donc maintenant totalement au courant de que Tyrion a vrillé, que Tyrion est foutu. Coril se dit quelque chose. Il a encore de l'espoir. Coril, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement loyal. Monter une mutinerie, monter des Aes Tyrionneurs contre Tyrion, il sait que c'est impossible. Et même de lui-même, il sait que il ne veut pas le faire. Il ne veut pas mener une rébellion contre Tyrion. Il est trop loyal pour ça. Mais par contre, il se doute que Morathi, déjà, est responsable de l'envoûtement de Tyrion. Elle est responsable, selon Coril, que Tyrion a vrillé, est devenu fou, etc. Mais aussi, Adrana lui explique que c'est peut-être aussi l'épée. Les deux hypothèses semblent être mêlées, bien évidemment, mais les deux personnages n'arrivent pas à se mettre d'accord là-dessus. Est-ce que c'est l'épée, la faiseuse de veuve, l'épée de Cain, ou est-ce que c'est Morathi qui l'ont rendu fou? Au bout de quelque temps, il se dit c'est peut-être les deux. Et Coril, avec sa garde de Lion Blanc loyaliste et Adrana, se disent que il y a peut-être une solution. Est-ce qu'il ne faudrait pas séparer Morathi et Tyrion? Et est-ce qu'il ne faudrait pas séparer Tyrion de l'épée? Vraiment, le mec, c'est le best bro, hein, Coril. Il t'a suivi dans les pires affaires horribles. Il sait que t'es devenu un caïd de la drogue, mais il va essayer quand même de t'en sortir. C'est quand même beau, hein, c'est quand même beau. Et Coril va vouloir tout simplement voler l'épée de Cain à Tyrion. Il veut voler l'épée de Cain à Tyrion, l'emmener le plus loin possible, mais il veut certainement pas la donner à Malekith, parce que pour lui, Malekith reste Malekith, et il veut pas non plus le donner à quelqu'un d'autre. Il veut surtout pas l'utiliser non plus. Salut Nihilus, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Merci pour ton 25e mois de sub. Il veut pas la prendre pour lui, surtout pas parce qu'il a goûté à la violence de Cain et à la haine de Cain. Donc il se trouve bien embêté, Coril. Il se dit ouais, c'est bien beau, je la vole, mais j'en fais quoi après derrière? Monumentale erreur. C'est pas dans Terminator, hein, c'est dans... Putain, c'est un autre film de Schwarzy, là où il a son bazooka à quatre fûts. C'est pas dans Terminator, le monumental erreur. Il l'a refilé à un afflin.
Il lance l'épée et laisse la dame du lac qui décider. Ah, ça aurait été sympa. Et en effet, si on si c'est dans Commando, merci. Là, non, c'est dans Commando, merci beaucoup. Alors que ce personnage a quand même accès, l'épée de Kane, ils sont sur Ultuan. Ultuan, qui, je le rappelle, est une île. Et je vous ai fait une soirée lore sur le bestiaire de ce qu'il y a sous l'océan. Sous l'océan, sous l'océan. Non. Pourquoi il la jette pas dans la mer, l'épée de Kane? Ça. Alors, après, il serait pas à l'abri qu'un petit gamin avec des lunettes pourries et une cicatrice sur la gueule sorte un morceau de bois et dise action et qu'il la sorte de l'eau et qu'il revienne dans les mains de Tyrion. C'est vrai. Mais véritablement, Coril va aller voir Adrana un soir en lui disant bon bah c'est bon, c'est fait, c'est mes gardes, c'est mes lions blancs qui protègent l'épée, on peut la voir et on peut se barrer. Comment on fait, qu'est-ce qu'on fait? Et lorsqu'il va arriver dans la chambre de Adrana, il y aura une ombre au-dessus d'Adrana. Adrana sera couché dans son lit et une espèce d'ombre noire sera au-dessus de l'elfe noir. L'elfe noir semblera ne plus bouger. Coril sort sa hache, bien évidemment, il sort Shayal, sa propre hache gigantesque, et s'apprête à attaquer l'ennemi. Et Coril se fait maîtriser en une seule seconde, et il se fait paralyser en une seule seconde. Et face à lui, c'est l'âme noire. Shadowblade, l'âme noire, l'assassin elfe noir de Arganet. Alors, retour dans le temps. Alors, désolé que l'image saute, mais je sais pas pourquoi. Il est où ce débilus? Il est là. Alors, Shadowblade, je le rappelle, il est vivant, lui. Il n'était pas mort. Alors, je rappelle ce personnage. Alors, l'âme noire. L'âme noire qui se fait vraiment pas respecter. Ça fait beaucoup de mètres dans une chambre. Ah, c'est une elfe noire, Izagi. Shadowblade, l'âme noire, est un personnage qui, je le rappelle, espionnait à un moment Tyrion avec Morathi et s'est fait envoûter par Morathi, a combattu Malekith et s'est fait bolos par Malekith et Tyrion. Par Malekith, pardon. Pardon. Cependant, J'avais oublié. Cependant, l'âme noire a survécu à tout ça. Voilà. Il a eu apparemment tous les os brisés, mais le mec a quand même réussi à s'échapper. Et non pas seulement à s'échapper, mais à retourner en Arganet. Donc le gars, avec les jambes pétées, a réussi solo à reprendre le bateau et à retourner à la seule cité elfe noire encore debout. Une cité elfe noire qui, depuis plus d'1 an et demi, est sous siège de la horde sanglante de Khorne. la magie, la magie. Ah, vraiment, la magie, quoi. La magie. Et il est de retour. Il est de retour. Il a même eu le temps de faire aller-retour, quand même, c'est pratique. Hein. Et ayant fait son aller-retour, Coril s'allie à lui. Il s'allie à lui. Il s'allie à l'âme noire parce que l'âme noire lui propose donner l'épée à ma maîtresse et ma maîtresse se chargera de tuer Morathi. Et Coril accepte. Donne-la à la folle sanglante. À Mamie Berserk. Ouais, elle est bon, ouais. C'est ça. Non, mais ça va marcher. On le donne à elle est bon. Ça devrait aller. Regardez comme elle a l'air gentille. C'est une pure gentillesse, elle est bon. Elle est bon avec l'épée de Kane, ça va trancher. Ouais. Parfait le plan.
C'est pas le pire move, sachant que Malekith est sur le trône. Ah bah oui, non mais encore une fois, je comprends pourquoi ils ont choisi ça dans l'histoire. C'est du point de vue, de Coril, ben, c'est vraiment le moindre mal de tous, véritablement. Donc Coril va tenter de rejoindre Hellebron. Mais Cependant, Hellebron, normalement, elle est toujours en Agaronde. Comment la reine du carnage pourrait quitter Arganet, qui reçoit depuis plus d'1 an et demi les attaques de milliers de hordes de corneux et qui massacre absolument tout le monde sans jamais tomber. T'as un bruit de pétançonneuse qui va démarrer quand elle l'aura dans les mains, c'est ça. Du carnage devrait rester à l'endroit où le carnage est le plus puissant, on est d'accord. Elle gagnerait une puissance colossale, elle deviendrait une déesse de violence, etc. etc. Et en fait non, hein. On comprend que Hellebron a quitté Arganet. Voilà. Et qu'elle a abandonné sa cité au chaos. Et qu'elle est en chemin pour Ultuan. Et que d'ailleurs elle n'arrive pas par le nord-ouest, mais elle arrive par le nord-est, en Cotique. L'un des endroits les plus boueux d'Ultuan, qui vous allez voir est important. Après, tuer Morathi est une de ses priorités. Il est vrai que Hellebron déteste Morathi. Elle la hait, c'est peut-être même sa pire ennemie. Mais quand même, je trouvais ça un peu gros qu'elle abandonne tout et qu'elle parte avec son culte de Cain. Sauf qu'elle vient pas seule. Elle vient avec l'intégralité des survivants de la horde sanglante des Kénites. Les conjurateurs du feu maudit qui échappent à Slanesh du mieux qu'ils peuvent, les exécuteurs de Arganet et bien entendu des centaines, ou en tout cas des milliers de furies, bien évidemment. Coril, ayant l'épée avec lui, va partir en direction des côtes au plus rapidement possible, laissant quelques-uns de ses lions blancs en faction autour de l'épée de Cain, en se disant que personne ne saura qu'elle a été volée pendant quelque temps, avant qu'une relève se fasse et qu'on voit que l'épée est disparue. Et surtout, il envoie Adrana, donc la fille elfe noire, qui n'était pas morte par l'âme noire, qui était juste paralysée comme lui. Il envoie Adrana sur un aigle géant, un grand aigle, directement au plus rapide vers, bien évidemment, Loterne. Et il l'envoie tout simplement là-bas parce qu'il sait au final que dès que Hellebron aura tué Morathi, elle va vouloir se retourner contre Coril et le tuer, et il faudra que Malekith vienne la dominer et profite du moment que Morathi soit morte pour attaquer Tyrion. Donc il envoie Adrana prévenir Malekith, bien entendu, que Tyrion va bouger et que surtout Tyrion n'a plus l'épée de Cain. Et il n'est pas corrompu par l'épée, Coril. Et bien justement, Desmomak, c'est ça qui est intéressant, c'est que durant toute sa route vers l'Est, directement toute sa route vers l'Est, eh bien, Coril aura l'épée avec lui et il se rendra compte que l'épée, en effet, est corruptrice. Elle va lui murmurer plus d'une fois « tue-les tous, dégaine-moi et tu seras surpuissant ». Mais Coril, ayant déjà cédé une fois et possédant les pouvoirs de protection de Adrana, la magie, il cède pas. Je rajoute à ça sa volonté de faire. Non mais tu es Morathi et l'épée de Cain, là ça se discute. Là ça discute. Ah bah oui, non mais là oui, ça discute. Bien évidemment, Adrana va arriver à destination à Loterne. Elle va expliquer à Malekith que Tyrion n'a plus l'épée. Malekith va en profiter avec toutes ses armées et va remonter au nord par Sapheri, sachant que Tyrion, lui, est toujours au niveau de Shras, donc au niveau de l'hôtel de Cain, au nord de Ultuan. Morathi et Tyrion vont très vite s'apercevoir de la supercherie de Coril, bien évidemment, et vont poursuivre chacun de leur côté, parce que Tyrion se doute que Coril va retourner en Avelorn, un endroit qui a fait échouer Tyrion une fois. Donc il part vers l'ouest, tandis que Morathi, beaucoup plus pupute que les autres, se doute qu'il y a une sournoiserie à l'idée et se dirige non pas vers l'ouest avec Tyrion, mais se sépare de lui et part vers l'est en direction de Cotique. Elle part donc sur le bon chemin, Morathi. Coril va, avec ses lions blancs, aller au plus rapidement possible rejoindre la flotte et l'armée intégrale de Arganet, survivante de l'or sanglante, sur les côtes de Cotique.
Et bien évidemment, il va se faire rattraper par les cavaliers noirs de Morathi, mais quand même, c'est important, l'armée de Harganet et l'armée de Gronde, commandée par Morathi, seront sur leurs talons et vont se rencontrer au moment où Coril va affronter les cavaliers noirs de Morathi. Chose importante, vous vous rappelez que Adrana, c'est une haut-elfe qui a été vendue par ses deux frères et en même temps que son père. Son père a été tué par Tyrion. Elle est devenue un jouet de Morathi qui a finalement devenu une sorcière. Mais ses deux frères, vous vous rappelez des deux kidam complètement inconnus qu'on n'a jamais vu parler et qui d'un coup pop dans le lore, Dalros et Danor, les deux seigneurs haut-elfes qui sont devenus donc des Aestyrioneurs, hein, donc des servants de Tyrion, eh bien, aux côtés de Morathi, qui certes est une magicienne surpuissante, mais et aussi une manipulatrice incroyable, Danor, donc l'un des deux frères, le plus jeune, eh bien, aura suivi également Morathi et est présent lors de cette bataille, tout simplement pour avoir des points bonus avec Morathi et doubler son frère, parce que patati patata, leur histoire est à chier, elle m'énerve, donc je passerai au-dessus. Ça m'énerve. Il y a également aux côtés de Morathi Kerinat, qui est un maître du savoir de Oath, qui est passé du côté de Tyrion. C'est l'un des seuls de Safaris qui est passé du côté de Tyrion et du côté de Kain. Bref, cette bataille. La bataille de Kotik, alors qui s'appelle la rançon du traître, parce que bien entendu Coril est vu comme un traître, hein, bien évidemment. Ils ont des chevaux où ils font tous les trajets à pied parce qu'ils sont incroyablement rapides s'ils sont à pied. Ils étaient à pied, après ce sont des lions blancs, hein. Ce sont des lions blancs en Sion 6, donc les lions blancs dans Shras, c'est ceux qui connaissent le mieux le territoire, donc tu m'étonnes qu'ils sont plutôt rapides. Belle illustration, c'est une de mes préférées des elfes noirs. Merci Dalv, merci beaucoup pour ton 5e mois de Prime, merci beaucoup. Nice lore, ah oui, nice lore. Et la bataille, alors, que dire dans cette bataille? Encore une fois, hein, je ne vous détaillerai pas toute la bataille. Si vous voulez les avoir en détail, vous lisez les bouquins. Hein, c'est fait pour ça en même temps. La bataille va être assez insane parce que d'un côté, quand même, on a... Alors, en termes de stats purs, vous êtes joueur de Warhammer Battle, vous voulez faire cette bataille. En termes de stats, vous avez certainement le personnage duelliste combattant au corps à corps le plus puissant du jeu, c'est-à-dire Elébron sur son chaudron de sang de Kain, avec ses furies, ses exécuteurs, ses ombres, donc des assassins et des éclaireurs, et des conjurateurs du feu maudit, avec Coril, donc au milieu, et des lions blancs, ce qui rajoute de la ténacité à l'armée, contre des phalanges de lanciers ou elfes commandés par un prince fou, un maître du savoir de Oath commandé par des maîtres des épées devenus des Aestyrioneurs, des chars de Kotik et de Shras, ainsi que Morathi. L'une des plus puissantes magiciennes du jeu, ou en tout cas en termes de lore. Les exécuteurs de Harganet qui sont bien ou trop chers sur la table, ils sont excellents, je vous conseille de les jouer. La bataille va être assez incroyable. En fait, vous avez bien compris que Coril et ses lions blancs n'ont pas atteint l'armée de Harganet à temps. Ils se sont fait rattraper par les cavaliers légers avant que le vol de l'épée ne soit mis à jour. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu la jonction, ce qui fait, et c'est très important, que Elébron n'a pas récupéré l'épée de Kain tant qu'elle n'a pas rejoint Coril. Lors de cette bataille, alors je vais vous faire un résumé assez succinct, mais franchement la bataille ne dure que 2 pages. 2 pages. Vraiment je mens pas, elle dure que 2 pages. La ligne du prince d'Anor, donc la ligne du haut elfe traître, passé à Tyrion, complètement fou, est brisée par les furies elfes noirs qui sont d'une violence incommensurable et qui défoncent la phalange de lanciers de Danor. Danor va se mettre en face-to-face, one by one contre Coril, parce que ce qu'il veut lui, c'est récupérer l'épée, la donner à Morathi, pencher ses fesses et avoir un toucher rectal. Il va vouloir donc affronter Coril en one by one en tant que traître et va être décapité par Coril sans ménagement. Coril reste un excellent duelliste, bien mieux qu'un faible Aestyrioneur qui n'est là que pour le pouvoir.
Du côté des Furies, après avoir balayé la phalange aux elfes, elles se feront elles-mêmes balayer par les très nombreux chars à sang-froid qui ont accompagné Morathi dans cette histoire. Les exécuteurs de Harganet, très intéressant, les exécuteurs de Harganet vont affronter en face-to-face au moment où ils allaient faire la jonction avec les lions blancs de Shras de Coril. Je rappelle que les exécuteurs de Harganet sont accompagnés, je le précise bien, de Hélébron. Ils vont rencontrer les maîtres du savoir de OF, les maîtres des épées d'OS avec le maître du savoir de OF Renégat, qui s'appelle, j'ai encore oublié son nom, Kérinat, bien évidemment. Et il va y avoir une espèce de statu quo entre les deux, et en même temps, c'est quasiment les mêmes unités. Même en termes de stats sur la table, ça ferait quasiment la même chose. Ça, par contre, c'est bien. Bien sûr, parce que Hélébron sera retardé, bien évidemment. Enfin, les ombres et les chars vont se balancer des bisbilles entre eux, tandis que, bien évidemment, les conjurateurs du feu maudit vont faire énormément de dégâts dans la phalange de Danor, avant que Morathi les explose tous les uns après les autres. C'est une bataille avec de l'élite, là? Ben non. Furie base, lancier base, cavalier noir base. Donc il y a tout ce qu'il faut. Non, franchement, la bataille est jouable. La bataille est jouable. Morathi, bien sûr, va défoncer tous les conjurateurs du feu maudit en quelques sortilèges d'une puissance incommensurable. On rappelle que Morathi est pété dans le lore de la fin des temps. Pour moi, c'est le perso le plus fort, de très très loin. Et justement, Morathi, alors qu'elle est en train de balayer les conjurateurs du feu maudit, va se faire choper par l'âme noire. Ah, tiens. L'âme noire, rappelez-vous, l'assassin qui a été envoûté par elle. L'assassin qui a quelque chose à faire valoir, à compenser, parce que là, il vient de se faire marcher dessus quand même par la reine elfe noire, la reine des elfes noirs. Il a un compte à rendre. Revenge. Voilà, c'est ça. Et justement, l'âme noire va non seulement surprendre Morathi en pleine incantation, elle ne le voit pas arriver, aucun de ses gardes ne le voit arriver, et il va même réussir à la désarçonner de Silefet, à désarçonner de son Pégase noir volant, en faisant un bond magistral, et va réussir à la mettre au sol, à la maîtriser et à armer sa dague. Et l'assassin, qui est censé être le meilleur assassin du monde, ne va pas la tuer. Il la tue pas. Il l'a mis au sol. Elle ne peut pas jeter de sortilège. Elle est totalement soumise. Non, j'ai loupé mon effet. Cependant, il est tellement orgueilleux qu'il va lui estafiler le visage, il va lui faire une coupe à la joue en plein visage. Il va lui dire « On est beaucoup moins belle maintenant. C'est la première déchirure que tu auras avant plein d'autres. » Et après lui avoir entaillé un petit peu le visage, il disparaît. Ok. C'est pratique l'orgueil des fois quand même. T'avais un seul job. Je suis diaboliquement nul. Tu avais un seul job. On trouve plus dans la... Il veut la déchirer donc. Et ça se dit assassin. Le niveau est vraiment faible. Il aurait pu la capturer, la donner à Hélébron, mais même il l'a tué, bordel. Il l'a tué maintenant. Il aurait tué Morathi, quoi. Il avait qu'à la planter.
Tu vois, et puis il l'a planté au cœur, mais genre il laissait la dague dedans, il l'a laissé souffrir super longtemps. Les dagues des assassins sont empoisonnées. Et non, juste là, il lui entaille le visage, il fait ah, maintenant t'es moins belle, et t'en auras plein d'autres bientôt. Et pouf, il disparaît. Salut Kellen. Après, ça pourrait être expliqué simplement car sa maîtresse veut la tuer elle-même. Ouais, mais quand même. Non, je suis pas d'accord. Justement, il a l'orgueil de la vengeance. Il devrait passer outre sa maîtresse. La lame n'était même pas empoisonnée. Alors, Never Too Late, il est bien précisé que Moratti, une fois qu'elle essaie de. Elle voit Shadowblade s'enfuir, elle essaie de le cramer avec plein de flammes noires autour d'elle. Elle ne l'atteint pas. Et elle touche sa joue et elle comprend en fait que la lame est tellement empoisonnée que même avec sa magie, elle sera défigurée à jamais. Elle aura juste une coupure sur la joue. Enfin, la blessure ne guérira jamais. Je rappelle que Tyrion s'est pris les flammes noires de Malekith en pleine gueule, sans casque, a eu le visage fondu, donc son visage est irrémédiablement détruit. Par contre, Tyrion, le lendemain, il n'a plus rien. Hein. Et pas par les soins. Enfin, tu te dis, Moratti, elle l'a soigné. Mais est-ce que c'est pas juste une illusion? Donc en fait, ce que vient de faire Shadowblade est complètement à chier. Parce qu'elle peut créer des illusions. Je rappelle que Moratti, elle a changé de corps 4 fois. Elle a littéralement muté elle a créé une illusion totale qui l'a fait passer pour un lion blanc, qui l'a fait passer pour une gardienne d'Avelorn et qui l'a même fait passer pour une sorcière elfe noire. Le mec lui coupe juste le visage de 1 pouce en lui disant « Je t'ai atteint à l'orgueil. » Je scavenge pétage de plomb. J'ai saccagé ton carré plongeant, fallait pas me chercher, Moru. L'âme noire a pas vu le Lord AOS de Moratti. Donc bref, l'âme noire va laisser passer une chance de tuer une bonne fois pour toute la pupute numéro 1 du monde de Warhammer. Malheureusement. Ce faisant bien sûr, Moratti étant devenue folle de rage par la blessure qu'elle vient d'avoir de Shadowblade, et étant face à Elébron, ça y est, c'est le moment. Moratti est blessée, elle est remontée sur son Pégase, elle est blessée dans son orgueil, elle sait qu'une menace d'un assassin traîne sur elle, autour d'elle, qui va venir se venger de sa manipulation, patati, patata, patacoufin. Face à elle, sa rivale de toujours, Elébron, gorgé littéralement du pouvoir de Kane. Apparemment même une rune de Kane apparaît sur son visage. Elébron qui va arracher de ses propres dents la gorge de Kerinat, le maître du savoir de Wes, Aestirionner, parce qu'elle est folle de puissance et de pouvoir de Kane. Elle a ses 2 lames jumelles qui peuvent faire monter ce personnage à force 10, 10 attaques, frappe toujours en premier, attaque empoisonnée, invulnérable de 4+, invulnérable de 2+, contre la magie. Et Moratti est tellement pété de scénario qu'elle va voir Elébron sur le chaudron de sang et qu'elle va abattre du ciel un éclair noir le plus puissant qui n'ait jamais existé dans l'histoire du scénario. Et en un seul sort, elle va détruire, Moratti va détruire intégralement le chaudron de sang de Elébron, la mettant au sol. La magie. Oh 4d6, l'éclair noir. Ouais, mais invulnérable de 2 à la magie, hein, techniquement. Invulnérable de 2 à la magie, normalement. Ça passe pas, normalement, je suis désolé. Elle s'est pris pour Saitama. Ça fait de l'âme noire le concon numéro 1. On est d'accord. C'est une succession de 1 et de 20 naturels. Je trouve Moratti trop pété, ça perd l'intérêt. Après, c'est Moratti qui a offert le chaudron de sang à Elébron. Alors, frérot Ploplo, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais genre, elle le détruit pas de loin en faisant péter les boulons, tu vois. Le fait que ça soit Moratti qui ait offert le chaudron de sang à Elébron, c'est que c'est un chaudron de sang fonctionnel, mais qui n'est pas complet.
Contrairement à celui de Morathi, la vasque de sang qu'elle a créée elle-même pour être éternellement belle et jeune, par magie, celle qu'elle a offerte à Elébron est justement défectueuse. Ce qui fait que c'est un cadeau et un affront total, et ce qui a déclenché l'animosité entre les deux personnages. Mais c'est pas genre un truc qu'elle appuie et c'était une bombe en fait depuis le début. Non. Je viens de comprendre le but de la fin des temps, ne pas dégoûter les joueurs de la fin de battle. C'est sûr. Salut Sorrent. Donc, l'hôtel de Kane, pardon, le chaudron de sang, excusez-moi, le chaudron de sang ayant été détruit en un seul sortilège de Morathi, il n'y a plus de protection de Kane sur cette armée, les conjurateurs du feu maudit étant tous détruits, les lions blancs étant tous morts, entourés par les servants de Morathi, etc. Arganet va perdre cette bataille. L'âme noire ne fera aucune autre apparition durant ce combat. Et Coril va être le dernier, le seul à se dresser. Et Morathi va le rejoindre, entouré du cadavre de tous ses gardes du corps loyaux. Et Coril va tendre l'épée, va tendre la main vers l'épée de Kane. L'épée de Kane qui fait « Oui, oui, vas-y, prends-moi, dégaine-moi, tue-la, tue-la » Et il désangle l'épée et il la jette au sol devant Morathi en disant « J'ai perdu, vous avez gagné. » Je veux dire que pour faire le bodycount de cependant. C'est ça les PNJ. Il reste pur. Voilà. Il reste pur. Pourquoi t'es con, Coril? Bah, il a trop d'honneur. C'est ça en fait, c'est qu'il a trop d'honneur. Merde, le mec se suicide pas en mode samouraï. Du coup, Elébron est morte? Eh bien non. Eh bien non. Parce que Elébron, bordel, Elébron, qui est censé être la reine du carnage. Elébron qui est tombée au sol, qui est entourée par des centaines d'elfes qu'elle s'apprête à tuer, qui est dans le lieu de carnage total. Elle est prête à mourir au combat. Cependant, elle est retirée du champ de bataille par le chef de ses exécuteurs qui la tient par les bras et qui la tracte en dehors et que Morathi ne poursuit pas pour la tuer. Elle est rencontrée que sur les abatteries trop orgueilleux ou trop nobles. C'est fou le hasard. Hein. Elle avait poney. Voilà. J'ai pas envie. En mode Gimli dans le gouffre de Helm. Ouais. Concon numéro 3, pareil, c'est ça. Ça fait un beau même, ça, par contre, j'avoue. Balèze, le chef exécuteur. Alors, ouais, hein, techniquement, Elébron, quand elle est en mode rage, il n'y a rien qui l'arrête, les mecs. Hein. Elébron en mode rage, il n'y a rien qui l'arrête. Et là, il t'explique que c'est juste le chef de ses exécuteurs qui la traîne en dehors du champ de bataille. Ça ne compte quand même que pour un, c'est ça. Donc, ce faisant... Merci Capo de Fiu, merci beaucoup pour le follow et bienvenue parmi nous. Ce faisant, eh bien, Coril est capturé. Il est capturé. Il est emprisonné par Morathi. Et du chemin de Kotik jusqu'à Shras et au nord de Avelorn, il sera traîné derrière un char à sang-froid, désarmé et désarmuré. Alors, je vous ai juste pas dit quelque chose.
Je vous ai parlé d'un truc tout à l'heure. C'est que la météo parfois la météo et les lieux où on en est, c'est important dans une bataille. Ça a été important, rappelez-vous, à Ellyrion. Rappelez-vous, hein, c'était il y a 3 ou 4 streams. La bataille d'Ellyrion où Caradhrian et Istrana qui combattaient Malekith, enfin en tout cas Malus, euh, ils affrontaient des armées qui étaient capables en fait de disparaître dans les brumes d'Ellyrion, qui sont des plaines brumeuses, et qui en fait est un endroit magique où tu peux modeler le terrain si tu es assez puissant pour faire TP des unités autour de toi et encercler l'ennemi, etc. Donc déjà, chose qu'on ne connaissait pas, hein, sur Ulturan, intéressant, hein, Ellyrion qui pouvait, avec assez de puissance, modeler la réalité. Avelorn, c'est encore autre chose, ça on le sait, c'est une forêt primaire, il y a des esprits de la forêt dedans, surtout qu'il y a les racines de la vigne dedans. Tu sais que Tyrion, lorsqu'il est venu dedans, il y a littéralement Orion qui était là et qui lui a défoncé la gueule avec Durtu. Bref, tout ça, ça peut se comprendre. Nagarit, on sait que c'est une terre maudite avec les fameux hommes de l'ombre, les elfes de l'ombre de Alitanar. Et Kotik, là où s'est passée la bataille que je viens de vous raconter, Kotik est décrite comme une terre entièrement bruineuse, donc un peu comme l'Écosse ou l'Irlande, hein, très balayée par les vents avec beaucoup de petites flottes qui traînent tout le temps, et une terre boueuse et marécageuse, Kotik. Je vous rappelle que c'est la terre d'origine de Tyrion et de Teclis. Hein. Et cette terre boueuse et marécageuse a en fait ralenti les troupes de Arganet ainsi que le chaudron de sang de Hellebron, ce qui a empêché son efficacité totale au combat. D'où le fait qu'il était assez lent pour que Morathi lui jette l'éclair dessus. C'est littéralement décrit comme ça dans le roman. Et pas les chars des autres. Apparemment, les chars des autres, on n'avait rien à faire. Hein, Pépé Yarick. Donc, vérifiez où vous faites les champs de bataille, hein, les gars, parce qu'apparemment, ça peut se retourner contre vous. Donc, méfiez-vous. Méfions-nous tous. Des marais, bien sûr. Donc, vous allez me dire pourquoi elle n'a pas débarqué en Tyrannoc, qui était techniquement plus proche de chez elle. Et pourquoi pas de l'autre côté. Bref. Je vais battre des elfes, un peu de bouée, le tour est joué. Voilà. Parfois, une bataille se joue à rien. C'est ça. Donc, pour terminer ce stream et ce morceau du scénario et du roman, Coril sera fait prisonnier. Les deux armées, l'armée de Morathi va retraverser Kotik, entraînant, je rappelle, un Coril derrière un char durant tout le territoire de Shras, va repasser la porte du Phénix et va rejoindre les terres environnantes d'Ellyrion et d'Avelorn pour retrouver Tyrion. Tyrion qui, je vous le rappelle, était reparti en Avelorn, fou de rage, désireux de venger sa dernière défaite contre les troupes d'Avelorn, et pensant que Coril s'était dirigé là-bas. Et justement, en Avelorn, lorsque Morathi va arriver, Tyrion aura non seulement fait l'intégralité de la population d'Avelorn prisonnière, mais aura aussi brûlé toute la forêt d'Avelorn. Alors que je rappelle, hein, je vous remontre encore une fois la carte, hein, la géographie c'est important, Avelorn c'est là, et en ce moment, en même temps, sachant que Tyrion était en campagne, hein, avec Morathi, de l'autre côté, tout le territoire, hein, de Safurii est en train de se faire reconquérir par Malekith et toutes ses forces. Hein. Voilà. Donc tout le sud est aux elfes, au garde Phénix, au roi Phénix. Tout le nord est à Tyrion. Pourquoi, nous dit Saul? Parce qu'en fait, Tyrion était vénère et il trouvait pas son ennemi. Mais oui, Sylvebarbe, il est pas dans le bon univers. Et Tyrion, donc, a brûlé Avelorn. C'est terminé. Avelorn n'existe plus. Et a capturé tous les Avelornis en prisonniers. Quand Morathi va lui amener Coril et lui expliquer sa traîtrise, Tyrion
va pour la première fois libérer sa rage et sa haine, non pas contre un peuple, contre une armée ou contre des démons ou autre chose. Il va vraiment la libérer totalement contre un seul et même être. La seule personne qui sera présente lors de cette torture, ce sera Morathi. Et Tyrion va non pas briser, mais il va broyer les jambes de Coril à main nue, va lui briser la colonne vertébrale et va l'énucléer avec ses gantelets. Et ça, c'est que ce que je vous dis. Où est Durtu? Bah, il est resté en Attel-Lorraine, il faut bien quelqu'un pour la défendre. Il a plus l'épée, il a plus Morathi et pourtant il a détruit Avelorn. Oui, donc ça prouve bien qu'il est foutu. Ouais, il est complètement Kane. Et justement, durant cette séance de torture, Coril ne va jamais lâcher. Jamais il va lui demander d'arrêter. Jamais il va lui demander de le tuer une bonne fois pour toutes. Il va tout simplement se laisser faire et ne jamais briser. Coril va être un sacré personnage à ce moment-là. Il a quand même une sacrée fin, Coril, parce que vous avez bien compris, c'est la fin, littéralement. Il ne va pas mourir de cette torture, il va être vraiment dans un état lamentable. Et après que Tyrion ait officiellement puni ce traître, Tyrion, Morathi et Dalros, rappelez-vous, c'est le PNJ qu'on ne connaît pas, qui est le dernier de la fratrie de Adrana, Danor et tout ça. Le haut elfe, on s'en fout. Et tous les Aestirionneurs vont faire un sacrifice total, cérémoniel de tous les prisonniers Avelorni. Tyrion va se mettre en Avelorn dans une des terres les plus sacrées d'Ultuan et il va décapiter lui-même avec la faiseuse de veuve, l'épée de Kane qu'il a récupérée, tous ces prisonniers. Morathi récupérant les têtes roulantes sous Tyrion et les jetant dans les armées aestirionneurs en mode bénédiction de Tyrion et de Kane. Le massacre va durer une journée intégrale ou même plus, je crois, dans le roman. Tyrion ne va jamais faillir et jamais s'arrêter. Et t'as un moment dans le roman où c'est écrit, lorsque Morathi lâcha j'en sais rien, la 300e tête dans la fosse, où tout le monde se battait et se tuait dans la fosse pour récupérer la tête. Merci Arupalma, merci beaucoup pour ton follow, et bienvenue parmi nous. Lorsqu'elle voit des immenses massacres des elfes libérant un pouvoir de Kane et de sang absolument partout, t'as Morathi qui pendant une seconde explique, enfin c'est décrit comme ça, elle sourit mais elle sourit pas Machiavel ou quoi que ce soit, elle sourit de bonheur et elle se dit putain je suis enfin revenu chez moi. Super. Ok. Ça n'a pas l'air... Pardon. Ça n'a pas l'air génial chez vous, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Le ban, c'est ça. Donc là, c'est fini. Tyrion, Morathi, tous les Aestirionneurs, tu sais qu'à partir de là, plus rien ne peut les sauver. Ils sont devenus même les ennemis de tous les vivants. N'oublie pas de ne pas m'inviter chez toi, Morathi, c'est ça. Chacun ses hobbies, hein, c'est ça. Et le dernier de ce massacre intégral sera, bien sûr, Coril, bien sûr, amené de force en ayant les jambes broyées, les yeux arrachés, les ailes, les oreilles coupées, enfin bref, plein de saloperies. Coril va être amené sur l'autel de sacrifice. Et Tyrion ne va pas le tuer. Ça sera pas Tyrion qui va le tuer. Tyrion s'écarte et laisse la place à Dalros, le haut elfe
traître que tout le monde se fout, Morathi sera à côté. Et le haut elfe qui était le grand frère de l'elfe qui a tué Coril lors de la bataille que je viens de vous raconter, veut être celui qui décapitera le chef des Lions Blancs. Et lorsque il va dégainer sa lame, cet elfe, Morathi va arriver, il va lui faire non, 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 lâche ton épée. Et elle va lui tendre Shayal, la hache à deux mains de Coril. Et elle va lui dire... Alors, je vous redis ce qu'elle lui dit parce que je trouve quand même le passage super classe. C'est une belle arme, mais un peu lourde peut-être. Personne ne t'en tiendra rigueur si tu n'y arrives pas du premier coup. Genre... Bon, t'as l'air un peu d'une tafiole, donc prends la hache, mais te fais pas mal hein, en l'utilisant. Si t'arrives pas à lui couper la tête d'un seul coup, c'est pas grave. Hein. Ça, vous voyez, c'est Morathi, ça. Ça, c'est du Morathi. Ah, quel... J'y crois. Ah, je l'adore. Là, par contre, ce moment, il est génial. Et justement, Coril, dans son tout dernier soupir, ne va pas lâcher une insulte, ne va pas balancer j'ai servi, j'ai perdu. Il va il va tourner son visage vers Tyrion et va lui dire de revenir une dernière fois parce qu'il sait qu'au fond de Tyrion, il y a peut-être encore quelque chose à sauver. Il sera loyal jusqu'au bout et il sera décapité par un random as fuck avec sa propre hache. Voilà. Voilà. Et je vais m'arrêter là parce que là, mentalement, j'en peux plus. Du coup, en dehors de l'envie de vomir, j'hésite à virer ma figurine de Tyrion. Ah bah, voilà. Et le petit con, il réapparaît après. Tu veux dire l'assassin? Ah non, on verra, mais non. Coril l'a cherché aussi avec son honneur. Ah mais complètement. Il en avait vraiment plus rien à foutre. C'est ça. C'est dur ce soir, on n'est qu'à la moitié de la fin des temps. C'était dur ce soir et on est qu'à la moitié. On vient à peine de dépasser la moitié. Le décapiteur frêle. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la tense qu'elle lui met là, avant de partir. Là, le petit tac, direct comme ça. J'aime bien ça. Donc voilà. Voilà ce passage, la fin de Coril. Au final, ben, il a quand même une fin classe malgré ce qui lui arrive, le pauvre. Mais quand même. Quand même. L'arc de Coril, il sert à rien, non? En fait, là, c'est ça qui est horrible, en fait. C'est ça qui m'énerve le plus, c'est que tout ce qui s'est passé là, ça n'a servi à rien. Franchement, hein, c'est con, mais ça n'a servi à rien. Tout ça. Bah ouais. Parce que l'épée qui s'en va, etc., ça n'a servi à rien, on va dire, en trame de fond. Enfin, non, pardon, en finalité. Par contre, on a la mort de Coril, définitive, et on a le fait que il n'y a plus d'occasion, c'est fini. Malekith a traversé Sapheri, et lorsqu'il a traversé Sapheri, il a perdu du temps. Pourquoi il n'est pas là, Malekith? Pourquoi il n'est pas là, Malekith? Parce que justement, il a réunifié les Azraï et les Hauts-Elfes, c'est quand même pas rien, avec l'aide d'Alariel, et surtout, il a récupéré tous les maîtres des épées de Hauts-Elfes et les derniers maîtres du savoir, ainsi que l'élève Fenrir de Teclis, et il a libéré la tour de Sapheri. Donc il a littéralement remonté tout Sapheri. Ils sont maintenant à une région de distance. Ça va être la fin. Décapité par son beau-frère. C'est ça. Donc voilà. Voilà cette fin des temps pour Kane qui s'approche de la fin. La semaine prochaine, on termine ce roman. Ce livre, pardon. On termine ce livre de Kane. Et après, on passera à Tankol.
Je ne le comprends pas. Comme ça, Dave, pour moi, elle l'encourage à rater son coup pour faire souffrir Coril encore plus. Non, parce que c'est vraiment, c'est écrit la dernière phrase de description, c'est que il lève très haut lâche, mais de rage parce il a été titillé, il a été touché, tu sais, il a été aigri par la remarque de Malekith. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Tankol, c'est pire que Kane. Alors là, vous voyez, tous les joueurs nains de la communauté, là, ils se délectent de la souffrance des joueurs elfes. On va se venger dans le prochain bouquin, je vous préviens. Par contre, alors, les joueurs Skaven dans le prochain bouquin, ça va être... Oh, allez-y. Give me more. Tu oses appeler ce torchon un livre? Il est même pas bon pour être un torchon en plus. Au moins, Morathi reste bien la première The Pupute numéro 1. Franchement, Morathi, c'est la méchante de la fin des temps. Je suis désolé. Hein. Même Manfred lui arrive pas à la cheville. Hein. Vraiment, Morathi, c'est la reine des puputes. Hein. De très très loin.